la fonction de l'astrologie aussi, c'est d'ouvrir de nouveaux chemins pour la personne qui vient nous voir, dans le sens où l'objectif c'est quand même d'être dans un cadre de transformation et donc d'évolution. Et dans notre rôle, dans le moment présent, dans le cadre de la consultation, c'est bien d'amener à la personne d'autres perspectives, enfin qu'elle soit en capacité d'amener elle-même d'autres perspectives. Hein, je disais, les choses ne viennent pas de nous, les choses viennent des personnes, et la capacité de l'astrologue, c'est bien de faire exister, de faire se révéler chez la personne qui vient en consultation de quelque chose qui est déjà là, mais qui est peut-être encore dans l'inconscient, ou qui peut être encore, je dirais, à la limite du conscient et de l'inconscient, mais du coup d'amener la personne et d'être dans un cadre d'accompagnement, parce qu'elle puisse faire émerger des choses différentes, nouvelles pour elle, donc de transformer son cadre de vie, de transformer sa vision de la vie, et d'être donc en capacité pour moi d'évoluer, de monter dans le cadre de l'évolution, de sa conscientisation de ce qu'elle vit, de sa vie, de comment elle réalise les choses avec les autres aussi. On aide les gens à être plus conscients en fait de ce qu'ils sont. Bien sûr. C'est surtout ça, c'est vivre en conscience dans le présent, dans le ici et maintenant, être conscient tout le temps, lâcher le mental, être au maximum dans le cœur, avoir des relations harmonieuses avec les autres, c'est vraiment ça. Ce vers quoi nous, en tout cas, on essaye d'amener les gens, quoi. Alors, il y a c'est autre... pour ça que c'est important d'avoir ce travail intérieur. Que nous-mêmes, on soit comme ça, pour pouvoir permettre aux autres aussi d'être comme ça. Alors, il y a un autre sujet de débat. Je voudrais quand même faire une remarque. Oui. Moi, je dirais c'est pas lâcher le mental, mais c'est de le nettoyer comme l'affectif. C'est je dirais, purifier le mental, purifier le langage, parce que c'est des éléments qui sont importants. Parce qu'on fonctionne quand même tout le temps avec le mental. Donc, le lâcher, c'est dangereux, mais le remettre à sa place, et rééquilibrer par rapport au cœur. C'est-à-dire se servir, de se dire que c'est un cerveau, comme un ordinateur, et quand on marche, on ne pense pas à 1000 choses en même temps, quand on mange, c'est la même chose. C'est-à-dire vraiment s'en servir que quand on en a besoin. Et vivre au maximum dans le ici et maintenant, dans notre corps et dans ce qu'on est, et pas dans ce que justement le cerveau voudrait qu'on soit. Parce qu'on en a besoin pour la connaissance, pour apprendre, pour transmettre, pour parler, mais vraiment au maximum être au présent. C'est ça la conscience. Présent, oui, c'est ça la conscience. C'est un outil de communication à notre disposition. Après, oui, voilà, c'est ça. Après, dans la vie de tous les jours, pour soi. En fonction du travail qu'on va faire, et en fonction de comment on souhaite utiliser cet outil, l'émotion c'est exactement pareil. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est vrai que lâcher le mental, bon, souvent on entend lâcher prise, lâcher poids, est-ce qu'il faut lâcher, les gens repartent avec ça, ils ne savent pas trop quoi en faire, du coup, lâcher le mental c'est pareil, de temps en plus c'est pas simple. Et à mon avis, c'est pas l'objectif, c'est pas de lâcher le mental. L'objectif c'est d'avoir un mental suffisamment fort qui puisse être utilisé à bon escient quand on en a besoin, dans le sens où il est mis à notre disposition, il est dans notre thème, donc du coup il est là pour quelque chose. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Voilà, pas avoir des idées parasites tout le temps qui nous ont... Mais enfin, on pourrait imaginer par exemple quelqu'un qui... Vous avez vu le film récemment, des gens qui débarquent chez vous, par exemple, vous savez, et c'est une épreuve souvent, quelqu'un qui arrive, un cousin, quelqu'un qui arrive comme ça, vous devez le recevoir chez vous. C'est toujours la même chose. Parfois on est envahi par les gens, par la vie, etc. Et on réagit plus ou moins bien. Et parfois c'est intéressant d'être. Ça peut être un moment difficile, mais formateur. On peut imaginer que le moment où on va voir la chose n'est pas forcément un moment facile. Oui. Ça n'a pas forcément à être facile, parce que justement, c'est un défi, c'est une épreuve. Tout à l'heure, j'ai dit, la solution peut être le problème, ça peut être éprouvant. Alors maintenant, est-ce que la personne sait... Moi, je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce que la personne qui va voir l'astrologue sait de l'astrologie, ou de sait ce que va être la consultation, et de sait ce que ça va lui apporter. Je pense que c'est d'ailleurs un mystère, parce qu'en fait, les gens viennent à l'astrologie sans la connaître, tout en la connaissant, tout en la connaître, ils en ont une certaine idée. Donc il y a une représentation, il y a une image technique, oui, mais enfin je veux dire, c'est quand même à partir de ça qu'on va travailler, de cette manière. L'astrologue, il va quand même, le transfert que le client a par rapport à l'astrologue, c'est ce qu'il imagine qu'est l'astrologue.
Oui, donc c'est à l'astrologue de redéfinir qui il est et comment il faut. Oui, mais peut-être. Mais en consultation. redéfinissant, vous pouvez éventuellement vous décaler par rapport C'est possible. à ce que la personne Oui, attendait de l'astrologue. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la logique de la relation. Moi, je ne me positionne pas dans le sens de savoir s'il faut que je sois en phase avec la personne qui est en face de moi, en tout cas dans sa demande initiale. Ce qui est important pour moi, c'est qu'effectivement, je sois en phase avec la personne dans le cadre de la consultation générale. Et c'est là que les choses sont différentes, parce que tout ce qui est dit, je disais, il y a des questions que je pose, il y a des choses où je demande d'avoir une évaluation par rapport à où en est la personne à ce moment-là par rapport à tel ou tel transit, telle chose. Il y a des choses qu'elle a peut-être déjà vécues. Le diable, il le dit bien, il dit dans le thème, vous pouvez avoir des carrés ou des oppositions, et puis ça ne fonctionne pas forcément. Bah non, ça ne fonctionne pas parce que c'est peut-être déjà fait, quoi, c'est travaillé. Ce qui veut dire que c'est bien important à un moment donné de ne pas rester dans un cadre de représentation, mais de sortir le plus possible. Et ça, je pense que le travail personnel permet justement de sortir des représentations et d'éviter justement tout ce qui peut être transfert, en tout cas de ne pas prendre le transfert pour ce que la personne souhaite qu'il soit, et de bien rester, je dirais, en phase avec soi-même, avec notre fonction d'astrologue et avec la vision qu'on a de l'astrologie qu'on fait. Des astrologies. Enfin, moi, je me permettrais de développer dans une direction un peu différente, si vous permettez, transfert contre transfert, parce que, d'une certaine manière, il y a une fameuse question qui a été posée à une certaine époque, c'est est-ce que l'astrologue doit croire à l'astrologie? Est-ce que l'astrologue doit avoir le même rapport à l'astrologie que son client? Pas forcément. D'abord, premièrement, parce qu'il... donc c'est impossible. Donc c'est impossible. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une dissymétrie. Cela dit, d'un autre côté, le client vient voir l'astrologue et l'astrologue va devoir jouer le rôle de l'astrologue, de certaine manière. Il va devoir entrer dans ce jeu et dans ce rôle qu'on lui met sur le dos et pour lequel on est venu le voir. Mais l'astrologue, c'est un être humain. Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui a un rôle, ou un astrologue, c'est un être humain. On est des êtres humains. On est des êtres de cœur, on est des êtres... je veux dire, on vit, on respire, comme tout le monde. À ce moment-là, vous n'avez qu'à dire aussi que vous n'avez pas besoin du thème natal, etc. Je veux dire que, à ce moment-là, on peut aussi dire, voilà, bonjour monsieur. C'est un outil. Le thème natal est un outil. Oui, mais après, non, c'est un outil. Alors, si c'est un outil, ça veut dire qu'il y a un rôle. Mais il peut y avoir. Mais de toute façon, vous avez un rôle, vous nous filmez. Nous, on a un rôle aussi, on a tous un rôle. Oui. Mais au fond, à l'intérieur de nous, on n'a pas de rôle puisqu'on est ce que l'on est. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que je vous disais que l'astrologue, il n'a pas à être l'astrologue. C'est bien ce que j'avais en train de dire. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Pour moi, c'est ce que vous dites, c'est pas... C'est là non, mais c'est ce qui est subtil aussi. C'est que, par exemple, vous n'êtes pas non plus... C'est pas parce que vous n'êtes pas qu'astrologue que vous ne pouvez pas vous assumez comme astrologue quand on vient vous voir comme astrologue. Vous n'êtes pas obligé d'assumer la totalité de ce que vous êtes quand vous êtes quelque part. Si monsieur est jardinier, il ne va pas nous parler tout le temps du jardin, sous prétexte qu'il est jardinier. On n'est pas tout le temps en train de déballer tout ce qu'on est à chaque instant. Heureusement. Voilà. Non, mais je veux dire que... Donc on est là, je vous suis en train de parler d'astrologie, vous n'êtes pas en train de nous parler de cuisine, même si effectivement vous auriez des choses à nous dire sur ce sujet. Donc on est quand même en train de parler on est en train de nous focaliser sur un certain sujet, et on fait l'effort d'être dans ce sujet-là, et pas dans d'autres sujets qui pourraient nous intéresser par ailleurs. Et on est en train de parler de nous dans notre rapport à l'astrologie, et on fait l'effort d'en parler alors qu'on a d'autres chats à fouetter. Donc on est quand même obligé on est donc dans une situation où il y a des gens qui viennent nous voir comme astrologues, et de deux choses l'une. Il faut tomber dans aucun des deux excès. Il ne faut pas dire, oui, ben moi il croit que je suis astrologue alors je ne suis pas du tout, ou que je suis pas, ou que c'est pas à cause de ça, que j'ai pas envie que lui m'enferme, qu'il me regarde que comme astrologue, ou alors il veut que je sois astrologue, alors je vais l'être à 100%. C'est-à-dire que je vais l'être complètement et totalement, et plus encore qu'il ne veut que je le sois. Je veux dire, vous comprenez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut trouver un juste milieu dans cette... Oui, parce que là, moi, à mon avis, vous me posez beaucoup de questions. Hein. C'est beaucoup plus simple que ça, votre métier. Je ne sais pas si les gens se posent ce genre de questions. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas persuadé de ça. De quoi? Mais c'est pas eux qui s'en posent, c'est nous. C'est nous qui moi, je ne me pose pas non plus toutes ces questions-là. Oui. J'avoue que moi, j'ai, dans la mesure du possible, essayé de faire le travail en amont. J'ai essayé d'être le plus professionnel possible et d'être un astrologue humaniste avec tout ce que ça comporte. Après, je me présente en tant que tel, ce qui veut dire que
assumer aussi, quand je fais hein, une le fait d'être consultation, je suis un astrologue. professionnel de l'astrologie avec ma casquette assume, d'astrologue sur on la tête. assume, hein. Alors c'est vrai que ça crée aussi un certain nombre de difficultés, en particulier par rapport à la représentation générale. Bon. Et donc c'est à nous d'être en capacité aussi, moi bien souvent j'explique ce que je fais avant, c'est-à-dire que j'explique exactement ce que je fais au téléphone quand la personne prend rendez-vous. Je lui dis quel type d'astrologue je suis, comment je pratique l'astrologie, qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Et donc la personne vient déjà en connaissance de cause. Hein, elle peut aussi dire, bah non, je viens pas. C'est son choix. Comme nous aussi, on peut très bien dire. Tout à l'heure, je parlais de phénomène de résonance. Je crois qu'effectivement, quand on est dans un certain fonctionnement, on attire à soi, je dirais, une clientèle, entre guillemets, qui résonne avec ce que nous sommes. Et donc, je crois que ça évite aussi de se poser plein de problèmes intellectuels sur qui on est, comment on fonctionne, est-ce que... Je crois qu'il y a l'outil et le rôle. Moi, ce sont des éléments objectifs, extérieurs qui sont intériorisés, et puis il y a celui qui l'utilise. Donc là, l'être humain a sa liberté, son indépendance, sa vie, sa créativité, et la relation, justement, c'est à travers un outil et un rôle de faire jouer la créativité. La rencontre avec une autre personne, c'est une rencontre qui a à être créative, nouvelle. Elle ne peut pas être enfermée dans aucun cadre, même s'il y a un cadre qui va protéger et qui définit. C'est-à-dire que quand on va aller voir un astrologue, c'est pas pour parler de cuisine, même s'il y a des éléments qui peuvent être en résonance, ou d'autres choses. Mais, oui, ça peut rentrer. Mais je veux dire, peut être en résonance avec la cuisine. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, c'est dans un cadre qui ne va pas être un cadre enfermant, mais un cadre qui va être limitant pour ne pas aller dans tous les sens. Voilà. Mais on reste dans un certain axe. Oui, c'est-à-dire donner un rail. Oui. Mettre les gens sur des rails. Oui, sur un certain Il y en a qui sont un petit peu à côté, on les remet sur les rails dans un certain cadre, et voilà, c'est ça notre rôle. Après, les personnes aussi, je veux dire, c'est pour ça que moi je les envoie vers les thérapeutes, parce que c'est eux qui font leur travail intérieur après, c'est eux qui font ce qu'ils veulent de leur vie. Nous, moi j'estime que je suis juste là pour faire le point avec les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent. Je crois que la notion de travail intérieur est essentielle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui ont conscience de ça, qui font ce travail-là, qui font ce côté. Ils ont juste le don, ils le transmettent et puis voilà, c'est tout. Et pour moi, à mon avis, c'est pas suffisant. Actuellement. Je pense que c'est important. C'est quelque chose d'indéniable. Tout thérapeute d'ailleurs, enfin toute personne qui est supposée aider l'autre, dans le sens pas thérapeute comme on l'entendait tout à l'heure, il est là pour faire un travail sur ça. Moi, un élément que je trouve important par rapport à la personne, c'est de les amener vers leur mission de vie. Donc, mais ça veut dire que ça passe par la connaissance d'eux-mêmes, oui. Ça passe par l'intégration de ses mémoires, de ses racines, oui. Ça passe par la relation à l'autre, oui. Pour enfin finir à la relation tout autre, pour après aller vers la mission de vie, et c'est à ce moment-là réaliser sa mission. C'est à ce moment-là. Donc, moi j'ai dans ma tête cet axe-là. À mon avis, un axe qui va être libérateur, qui va l'amener sur son chemin. Parce que c'est sa mission de vie, c'est pas celle du voisin, ni de tout autre. Avec qui elle est, d'où elle vient, et avec une certaine destinée. Qui est un cadre, parce qu'elle va avoir un corps, elle va avoir un thème, elle va avoir toute une série de choses. C'est dans ce cadre-là, la connaissance de ce cadre, qui va lui permettre d'y arriver. C'est pas en l'occultant, ni en l'ignorant. Donc c'est bien d'intégrer ces formes, qui elle est, mais en les faisant évoluer et ne pas se laisser enfermer dans les formes. En apportant et en amenant la vérité. Sa vérité à elle. Sa vérité, voilà. Aller vers sa vérité à elle. Complètement. Et pas vers sa propre vérité, ni celle du voisin, ni celle de la société. Mais en résonance avec tout le reste. C'est pas séparé et coupé de tout le reste. Alors il y a un autre sujet par rapport à l'astrologie humaniste que je voulais aborder avec vous, c'était le fait que par exemple, Brugard, comme on sait, était quand même quelqu'un d'assez créatif. C'était un auteur, c'était un compositeur, etc. Et on se pose la question de savoir si l'astrologie humaniste... Vous savez, il y a eu des travaux récemment de certains psychiatres qui disaient que parfois la pression
les gens déprimaient parce qu'on mettait trop de pression sur ce qu'ils devraient faire de leur vie. Alors, on leur dit, vous devriez faire ceci, vous devriez vous développer, etc. Et il y a des personnes, ça les fatigue, ça les déprime. C'est un certain Alain Ehrenberg qui a écrit un bouquin qui s'appelait La fatigue du soi, la fatigue du moi. Et donc, par conséquent, c'est bien d'essayer de trouver les potentialités, la créativité de la personne, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas parfois trop lui demander, finalement? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas plutôt dans le collectif, par exemple, qui ne sont pas plutôt... c'est respectable le collectif, finalement. C'est créatif, un collectif. Des gens qui font qu'il y a une certaine mode, ou que tout le monde doit voir le même film, ou je ne sais pas quoi. Enfin, dire, tout le monde n'est pas forcément dans un processus de réalisation individuelle fort. Hein? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est s'il ne faudrait pas distinguer, quand l'astrologue on va le voir, il y a des gens dire, voilà, bon, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a vraiment à se construire et à être créateur et à entraîner des gens derrière lui d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'on a quelqu'un qui finalement n'est pas fait pour ça et à qui on aurait mis dans la tête de faire quelque chose comme ça? On connaît beaucoup d'enfants comme ça à qui on a mis trop de choses sur le dos et qui sont... Alors le thème astral risquerait parfois de redéclencher chez quelqu'un un poids. D'ailleurs on parlait du fameux poids que le client sortait avec un certain poids de choses. Alors, quand on lui dit « Ah oui, vous avez telle et telle chose que vous pourriez réaliser, etc. » c'est aussi un poids qui n'est pas forcément facile à porter. Moi, je pense que c'est de la responsabilité de l'astrologue, et le thème nous montre bien là où il faut qu'on dise des choses et là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant. L'objectif, d'abord, on ne dit pas tout ça, c'est évident. Et puis, l'objectif, c'est pas justement de mettre la personne sous pression, parce qu'on sait qu'après pression, il y a des pressions. Hein. On met plus facilement les gens sous pression qu'on l'imagine. Vous savez, il ne faut pas grand-chose pour mettre quelqu'un sous pression. Oui, mais je pense que c'est important, justement, d'être dans un fonctionnement qui reste un fonctionnement extrêmement humain, où on est dans le respect de la personne qui vient nous voir, et où, quand je parlais tout à l'heure d'une certaine forme d'éthique de l'astrologue, par rapport à des questions telles que celle-là, effectivement, je pense que c'est des problématiques d'éthique donc qui sont extrêmement présentes derrière, et je crois que l'astrologue, quand il a une certaine expérience dans son fonctionnement, il est en capacité justement de savoir exactement là où il peut, je dirais, dire un certain nombre de choses, là où il n'y a pas forcément à dire les choses. Oui, mais enfin... oui. Ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport à la pression, bon, ça existe sur différents niveaux. Il y a le burning out, enfin, comment ça s'appelle pour les Américains, enfin les Américains du monde, burn-out, voilà. Donc où il y a une surpression. Mais je crois que si on va dans un axe où on s'occupe de la personne et on l'amène vers elle-même, il y a deux choses à faire. Il y a d'une part d'éveiller des choses qui sont peut-être bloquées, qui ne sont pas encore potentialisées, et d'autre part de couper, je prends un terme un peu fort, des choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire pas les amener à tout développer. C'est quand on développe tout à ce moment-là que ça devient maladif ou ça devient grave, ça amène des dépressions, des hautes pressions et des dépressions. Mais quand on l'amène sur son axe, à ce moment-là, ça lui permet de choisir, d'enlever des choses. C'est comme un arbre, et ben, si on veut développer un arbre correctement, il faut couper les branches. Donc, on ne va pas le développer dans tous les sens. Et dans ce qui est proposé aujourd'hui à la société ou à chacun, c'est de dire, bah, il y a ça à faire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. L'enfant, il faut qu'il fasse tout, mais il ne se construit plus. Hein, ou même l'homme, tout ce qui lui est proposé à l'être humain aujourd'hui, il lui propose tellement de choses qu'on ne peut pas tout faire. Et puis aussi, on va trop dans les détails, et en étant trop dans les détails, il n'y a plus de marge de... Voilà, c'est de le remettre dans son axe. Il y a le problème de la précision, beaucoup d'astrologues ne jurent que par la précision. Je crois que c'est important, c'est de le remettre dans son axe de lui-même. Trouver sa propre vérité, sa mission de vie, son chemin, sa voie, et de l'accompagner dans ce sens-là. De voir ce qui sont des voies de dérivation, ne pas rentrer là-dedans. Oui, c'est intéressant parce que si on prend le mot axe, c'est aussi le mot tronc. Oui. Le tronc d'un arbre. Et c'est vrai qu'à l'automne, le tronc se redégage. On retrouve le tronc. On retrouve l'axe et la verticalité. Alors moi, je crois qu'il y a des astrologues plutôt de l'automne et des astrologues qui sont plutôt du printemps. Oui. Eh bien, merci Monsieur Chauveau de votre
présence. On va essayer de continuer sans vous, ça va être difficile, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Voilà, au plaisir, monsieur. Je me mets là. Mais pourquoi pas, hein. Je suis pour le rapprochement. Justement, je voulais en parler du rapprochement parce que je suis... Alors on va se rapprocher. Et voilà, on va se rapprocher. Je suis une personne qui travaille avec les personnes au niveau d'une astéroïde qui existe depuis très peu de temps, qui s'appelle Junon. Enfin, qui existe, dont on se sert depuis peu de temps. Oui, voilà. Qui n'est pas qui existe depuis longtemps, mais qu'on connaît depuis peu de temps. Non, qu'on connaît depuis, je crois, le début du 19e siècle. Oui, voilà. Mais qui a toujours existé, mais ça fait quand même 200 ans qu'on la connaît, voilà. mais on ne l'a pas utilisée. Voilà, qu'on l'utilise depuis peu, et moi je l'utilise beaucoup dans l'astrologie, parce que pour moi intérieurement, je pense que c'est très important de réunir les hommes et les femmes et de les unir d'une manière positive. Il y a eu beaucoup trop de disparités entre les hommes et les femmes, et il y a eu beaucoup trop de choses qui les ont séparés. Et notamment dans les couples, hein, il y a encore des couples qui ne s'entendent pas bien, qui sont dans des modes qui sont, je dirais, encore négatifs. Et moi, j'aimerais bien que l'humanité comprenne qu'on peut être complémentaires. Et comme je travaille beaucoup avec Junon, j'ai déjà eu une expérience d'un premier mariage qui n'a pas marché parce que j'avais pas la bonne personne et le bon modèle. Le deuxième mariage est pour moi un exemple fabuleux parce que c'est un homme aussi qui travaille sur lui intérieurement, qui réussit matériellement aussi. Donc il y a les deux et avec laquelle je m'unis d'une manière harmonieuse parce que j'ai réussi aussi à dépasser tous mes conditionnements d'enfance, mes blessures d'enfance, d'éducation, etc., que lui aussi a résolu, ce qui fait que maintenant on peut arriver à s'harmoniser dans le couple. Et c'est ça aussi que j'apprends aussi chez les gens, c'est ça, c'est qu'on est capable, mais à partir du moment où on travaille sur soi, de pouvoir dépasser nos blessures pour pouvoir être bien avec l'autre et en complémentarité, et que ça existe. Alors Junon. Oui, l'astéroïde de Alors Junon. comment on utilise l'astéroïde Junon? Elle est dans le thème, elle ressort dans le thème natal. Dans quel sens, quelle signification? Dans la signification qu'elle est là pour nous faire élever. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement dans le côté je vais m'unir avec l'autre, dans le côté primaire. Il faut aussi dépasser nos instincts justement et nos blessures pour pouvoir nous élever et être dans l'harmonie avec l'autre. Donc, quelqu'un qui a une Junon en balance, c'est intéressant, c'est pas simplement dans le partenaire, c'est la manière dont je m'unis avec vous, par exemple. Mais moi, j'ai besoin de m'unir avec quelqu'un qui soit souple, qui soit tolérant, qui ait une ouverture d'esprit, qui soit dans le juste milieu, qui est dans le signe de la balance. Et si j'ai quelqu'un en face de moi qui est agressif ou quoi que ce soit, eh ben, ça ne m'ira pas parce que j'ai besoin d'harmonie dans la relation avec l'autre, vous voyez. Et je pense que de s'unir avec l'autre et de savoir comment on s'unit grâce à cet astéroïde, pour moi c'est essentiel. Parce que ça nous permet aussi de se repérer soi dans ce que l'on est et comment est-ce qu'on peut aussi vivre la relation à l'autre. Voilà. Et la sublimer, la dépasser, la transcender pour qu'elle soit bien. Alors ce que vous me dites, ça me fait penser à une chose. C'est la signification des maisons. La signification des maisons, et parfois, elle recoupe un peu celle des planètes, des dieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que finalement, ce qu'on cherche dans la planète, on peut aussi le trouver dans la maison. Par exemple, la maison 7 ou la maison 5 peuvent nous renseigner aussi sur Vénus, sur vous voulez dire voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a en astrologie plusieurs systèmes qui se regroupent et qui se recoupent et qui se superposent. Donc on peut soit faire l'option c'est telle planète qui a telle signification, mais on peut aussi regarder ce qui se passe dans tel signe ou dans telle maison, et finalement ça veut dire c'est une autre façon de chercher la même chose en fait. Je ne crois pas que c'est chercher la même chose, oui. De toute façon, il y a un axe. Donc celui-là, il est unique, quelque part, pour chacun, mais qui est en résonance avec d'autres. Ça, c'est un aspect. Mais d'autre part, ça va avoir une signification qui va être en résonance, mais qui ne va pas s'activer sur le même niveau. Là, je dirais que Vénus en balance, ou Junon en balance, ou Mars en balance, c'est toujours cette énergie générale de la balance qui est recherche d'harmonie, de beauté,
l'art, de justice, voilà, tous ces aspects-là, mais qui va passer par une autre porte, par quelque chose qui va s'activer différemment. Comme on a le corps physique, il y a toute une série d'organes, mais chaque organe a une fonction qui est peut-être plus particulière, mais tout est en résonance et tout s'harmonise quand il y a la bonne santé. Donc de la même manière, les choses peuvent s'harmoniser, mais sur des niveaux différents. On a un plan physique, on a un plan psychique et un plan spirituel. Donc, ça ne joue pas de la même manière sur chaque plan. Et les lois vont être différentes. Mais les deux sont c'est pour ça que moi je fais le thème normal d'incarnation qu'on a. Et je fais aussi le thème de l'âme. Je fais les deux. Le thème de l'âme. De l'âme, oui. C'est quoi le thème qui est le thème sidéral. Oui. C'est celui qui sidéral. Oui, sidéral. Ah ouais, attendez, il faudrait que vous expliquiez. C'est le thème en astrologie sidérale. C'est l'astrologie hindoue en fait. Oui, c'est ça. C'est que vous l'expliquiez parce que c'est. Voilà. Donc vous combinez les. Qui est celui de l'âme. Elle fait l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale sur des plans différents. Oui. De toute façon, ça se regroupe. Vous savez, quand on regarde l'âme, après on regarde celui de l'incarnation, souvent c'est relié. Mais c'est intéressant pour les personnes qui viennent et qui sont vraiment des personnes authentiques, de savoir ce que leur âme a programmé en fait sur cette terre, tout en prenant du recul, bien sûr. Ça paraît évident. Mais voilà, moi je fais les deux parce que ça complète complètement ce qu'on a envie d'être dans la vie. Voilà. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et au niveau des maisons, des signes et tout ça dont vous parliez, je donne aussi des cours d'astrologie sur 1 heure. Et dans ces cours d'astrologie, je mets par exemple, pour le signe du bélier, je mets la maison 1, les deux ensemble. Et je parle de Mars. Voilà. Les 3 sont regroupés en 1. C'est ce que vous disiez, tout se regroupe et les 3 sont regroupés en 1. En 1 heure, on peut savoir ce qu'est le bélier, la maison 1 et Mars. Et je le dis en négatif et en positif, ce qu'est la planète aussi, c'est vers quoi la personne peut aller en positif. Pareil pour le taureau. Taureau, Vénus, maison 2. Donc voilà, pour tous les signes, en fait, je fais ça d'une manière simplifiée pour que les gens comprennent l'essentiel, en fait, de l'astrologie. Parce que c'est tellement compliqué qu'il faut aller vraiment dans quelque chose de simple. Je me permets de faire une réflexion. C'est-à-dire, effectivement, l'astrologue aussi, parfois, il aime bien renouveler son propre thème astral. Donc, en introduisant une nouvelle planète dans son thème, il se voit autrement, parce qu'il va regarder. Donc, si vous voulez, peut-être que, je sais pas, vous aviez peut-être pas de la balance dans votre thème. S'il n'y avait pas eu Junon, par exemple, je te donne un exemple comme apparemment. J'ai compris, oui, mon signe de naissance et mon ascendant. Donc vous gagnez quelque chose avec Junon. Oui, et donc c'est une connexion nouvelle. Complètement. Voilà, c'est ça. C'est ça l'enrichissement et la complexification, tout en restant dans l'axe. Voilà, moi, par exemple, je travaille beaucoup, je travaille avec Cérès. Oui. Qui est dans la construction de l'être humain et dans sa construction psychique. Le Cérès, c'est le complément de Mercure au niveau mental. C'est-à-dire, si Mercure, il aurait plutôt l'approche synthétique et donc d'aller vers le centre, et Cérès, ça va être plus l'approche mentale analytique. C'est pour ça qu'on l'associe à la Vierge plutôt qu'à l'approche. Voilà. Donc, du coup, c'est... Et puis en même temps... Voilà. Et puis en même temps, Cérès, ça fait partie des astéroïdes, donc des éléments qui manquent et qui sont en résonance par rapport. Voilà. Comme et donc, Vesta ou. Voilà, exactement. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent entrer en résonance. Moi, je travaille beaucoup avec Chiron, énormément. Oui, alors justement, là, depuis 3 jours, jours, on ne parle que de Chiron. Oui. J'ai discuté avec Madame Duhamel à Bordeaux de Chiron. Hier, c'était Madame Castagnet qui parlait de Chiron. Que je connais bien aussi. Et aujourd'hui, c'est donc Madame Bouvier qui nous parle de Chiron, qui est l'articulation entre le premier et le deuxième groupe de planètes. Voilà. Et qui est surtout l'astéroïde du thérapeute, c'est l'astéroïde du guide. Voilà, quand on a un bon Chiron dans sa vie, dans son thème, on accepte de se faire guider par l'autre et l'autre nous guide et d'être un phare pour les autres sont des phares pour nous. Voilà. Ça, c'est le Chiron en positif. Et donc, ce Chiron est effectivement un astéroïde qui est très important pour l'évolution de maintenant. Je ne pense pas qu'avant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas très utilisé avant. Je ne pense pas qu'avant, les gens étaient ouverts à ça. Mais maintenant, les gens sont vraiment ouverts à ça et ça apporte vraiment un renouveau dans la compréhension de ce que l'on est dans notre être. Et c'est vrai que c'est essentiel. Enfin, moi, je voudrais quand même vous exposer un autre point de vue qui est, on en a parlé ce matin à un moment donné, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont en astrologie d'ordre spatial et d'autres choses qui sont d'ordre temporel.
Par exemple, dans un cycle, on passe par des phases successives. On ne fait pas tout en même temps. Or, parfois on a l'impression qu'un système qui au départ était conçu pour être l'étude de stades successifs devient un système qui sert à compartimenter un peu les activités des gens dans l'espace. Par exemple, le mariage, comprenant le cas du mariage, le mariage c'est un moment dans la vie de quelqu'un, enfin c'est un moment, en tout cas c'est un moment qui se produit, c'est un stade dans l'histoire de l'évolution humaine d'un être humain ou un autre. Et donc ça se situe au niveau cyclique. Au niveau cyclique, à un moment du cycle, on doit passer par ceci ou par cela. Maintenant, le mettre ça dans le thème natal, c'est dire voilà, vous avez ce facteur-là dans votre thème, c'est mettre le facteur dans son thème ou le considérer comme un moment d'un cycle, c'est pas pareil. Oui, mais je crois que par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la façon de présenter l'astrologie d'une manière simple, où on associe le bélier à la maison 1 et à Mars, c'est des résonances. C'est-à-dire que si on prend le cycle de la rotation de la Terre, du jour, on a 24 heures, on retrouve tout le cycle zodiacal pendant ces 24 heures. Oui. Si on prend le cycle lunaire, on retrouve dans ces 28 jours, on va retrouver aussi même les 12 maisons, quand on regarde les 12 maisons, ça correspond aussi à des moments. Il y a des moments des moments où on fait ceci, des moments où on fait cela. Voilà. Donc il s'agit de ne pas se laisser enfermer par un des aspects, se dire la maison ça représente ça, c'est la maison 7, c'est le mariage, c'est ça. Non, la maison 7, oui, la maison 7 c'est ça, mais c'est aussi en résonance avec le lien, c'est en résonance avec la balance, ça va être en résonance avec un cycle qui est peut-être encore plus élevé, et ainsi de suite. On pourrait prendre chaque planète et le cycle complet de chaque planète et se dire, voilà, on peut la diviser en 12, ce qui est le cas, puisqu'on va se retrouver dans tel signe pendant tant de temps, et ainsi de suite. Donc on retrouve cette résonance. C'était pas ça, c'était vous savez que l'astrologie est prise entre deux directions, l'astrologie prévisionnelle et l'astropsychologie. Et l'astropsychologie a tendance à utiliser des outils d'astrologie prévisionnelle d'une façon qui est un petit peu discutable. C'est ça que je veux dire. Mais parce que moi je regarde souvent, effectivement, quand j'ai quelqu'un qui vient juste me voir pour un thème natal, je regarde souvent effectivement où elle en est maintenant dans sa vie, au niveau des planètes. Oui. C'est logique. Oui. Ben oui. Parce que les planètes avancent au fur et à mesure de la vie de la personne. Une personne qui a eu une Vénus en balance, elle va maintenant avoir une Vénus dans l'autre signe, puisque ça a avancé, le soleil aussi. Donc on a pu... Oui, mais c'est important de savoir où est la personne actuellement dans sa vie. Mais justement... C'est pas pour ça qu'on va lui dire obligatoirement, mais ce qu'elle vit actuellement pour que nous puissions lui expliquer. Mais justement, c'est ça qui parfois ne fonctionne pas bien dans la consultation astrologique, c'est justement ça. C'est qu'au lieu de dire à la personne qu'elle passe à ce moment-là par telle phase, on lui dit. Oui, non, mais au lieu de lui dire uniquement cela, je ne suis pas en train de vous parler de ce que vous faites, en général. On va lui dire, vous avez dans votre thème telle planète dans telle maison. Or, c'est pas la même chose de dire vous passez par cette maison à ce moment-là, que de dire que vous avez ça dans votre thème. Parce que dire que vous avez ça dans votre thème, c'est que c'est comme ça, que vous êtes comme ça. Alors que dire que quelqu'un passe par une certaine phase, eh bien il passe par cette phase-là, et puis après il passera par une autre phase. Oui, donc c'est la phase d'évolution. Oui, donc c'est pas le même discours dans les deux cas, madame. Madame Bouvier. Donc c'est pas pareil. Il semblerait qu'il y a des dérapages à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement, pour le dire par exemple à la personne, vous allez passer par une phase de maison 6, par exemple. Ça ne se dit pas tellement, mais ça pourrait se dire. Quoique c'est ce que dirait par exemple Rudyard. À un moment donné, vous passez par une phase qui va favoriser, qui va privilégier la maison 6. Bon, ça on peut le comprendre, c'est un moment, et puis après vous passerez en maison 7 ou en maison 8. Bon. Mais quand on met tout ça sur le thème, quand tout le thème récupère tout ça, dans une sorte d'intemporalité, vous êtes comme ça, vous avez votre Saturne en maison 6. Vous avez votre lutte en maison 8. Bon. On n'est plus dans une perspective cyclique quand on dit ça à la personne. Vous avez Junon en balance. Vous dites qu'on est enfermé dans un esprit. Là, on enferme
la personne a une sorte d'intemporalité, alors qu'on parle de quelque chose qui est censé correspondre à un moment d'évolution. C'est ça qui ne va pas. Mais je dirais que la structure de base, c'est une structure de base. Après, cette structure de base va rentrer en résonance, va évoluer, va vivre. Mais la structure de base va rester la même. Comme le code génétique de chaque individu, ça va être le même. Celui-là, il ne va pas changer, le code génétique. Mais par contre, ce qu'il a vécu et ce qui s'est activé, ce qui est actualisé par rapport à son code et par rapport à ses potentialités, c'est ça qui va faire la spécificité de chacun et qui, à un moment donné, dans le cycle, va se réactiver d'une façon plus ou moins forte. Ou ça va être une porte, justement, pour réactiver ça, ou à un moment donné, il n'y a pas cette ouverture pour le faire vivre. C'est-à-dire qu'il y a bien des moments je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Rudyard. Vous savez que la théorie des maisons est liée, historiquement, elle est liée à celle des directions, des progressions. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement... Vous parlez de la révolution solaire, là, en fait. Non, les directions les directions primaires, par exemple, s'articulent sur les maisons. C'est le même système que les maisons. Oui. Donc, d'ailleurs, le fameux Placidus, c'est celui qui a lancé le système qu'on utilise déjà depuis la fin du XVIIe siècle. La raison pour laquelle il avait mis en avant son système, c'est que c'était un très bon système prévisionnel. Oui, ok, je comprends. C'est-à-dire qu'il disait, avec mon système, parce qu'évidemment, si vous changez la notification, vous changez les prévisions. Oui. C'était par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il avait élaboré son système parce que c'était un meilleur outil prévisionnel. Ce n'était pas tellement pour mieux étudier si telle planète est dans tel signe ou dans telle maison à la naissance. C'était parce qu'il disait, ben voilà, avec mon système, l'événement aura lieu à telle date, et que le système d'en face, il aura lieu à d'autres dates. Oui. Parce que selon le système de direction, selon le système de modification, quand vous appliquez les directions primaires, vous n'aurez pas les mêmes dates, vous n'aurez pas le même calendrier. Oui, tout à fait. Bon, donc, en fin de compte, au départ, le système des maisons, il devait s'articuler sur le fait qu'on fasse passer sur le thème un processus, si vous voulez, évolutif. C'est-à-dire qu'il ferait qu'à un moment donné, vous êtes en maison 8, à un autre moment vous êtes en maison 9, maison 10. Oui. Donc en fin de compte, au départ, c'était fait pour ça. Oui. Les maisons étaient faites pour s'articuler sur un système prévisionnel. Oui. Et après, on laisse tomber le système prévisionnel, on laisse tomber la perspective cyclique, et on ne garde plus que le système statique. Parce que quelque part, que vous le voyez ou non, quand on enlève la dimension directionnelle, progression cyclique, on est dans le statique. Oui. Hein, et on a une astrologie, donc l'astropsychologie, parce que vous savez qu'il y a une guerre entre les astropsychologues et les prévisionnistes, etc. L'astropsychologie qui veut prendre les choses, qui veut prendre un outil qui était initialement voué à être prévisionnel, et elle veut le considérer sous un angle psychologique, statique, global, c'est un petit peu un détournement du système au départ, voyez-vous. Ben oui, parce que de toute façon, les planètes évoluent. Oui, mais je dirais... Non, mais même le... Non, mais c'est-à-dire que le thème natal, au départ, on laissait le thème natal pour le faire évoluer. Oui, non, mais je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire, mais je crois qu'un système, que ce soit Placidus ou tous les Campanus, autres, Région voilà, c'est un système. C'est-à-dire qu'il va permettre de faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il peut être utilisé d'une façon détournée. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pour faire de la prévision, et puis après on l'utilise pour faire de la psychologie. Hein, ce qui n'est peut-être pas tout à fait juste. En tout cas, c'était pas fait pour ça. Voilà. Oui, mais en même temps... Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, si quelqu'un... Oui, c'est ça, le problème, c'est qu'on peut faire son métier avec des outils qui sont ceux d'un autre métier. Oui, mais je crois qu'il faut... Je crois que c'est important. Je suis d'accord avec ça. Oui, mais je crois que c'est... Je suis pas d'accord avec ça. Sur quoi? On est astrologue. Après, l'astropsychologie, là, c'est le vrai thérapeute. Et là, moi, je trouve qu'après, il y a une dépendance. Sincèrement. Donc, je trouve qu'il y a une dépendance. L'astrologie, c'est la psychologie aussi. Oui, mais moi, je les vois plus, les gens. Les gens, ils font leur thème natal, je les revois plus. Ils voient les thérapeutes à qui j'envoie et c'est eux qui font le travail. Moi, je ne veux pas faire de la psychologie ou, vous voyez, de la psychothérapie avec eux parce que je ne veux pas qu'ils soient dépendants de moi. Je veux qu'ils puissent être autonomes et faire leur vie comme bon leur semble et prendre leur libre arbitre. Et là-dessus, pour moi, je ne ferai jamais ça parce que pour moi, je fais le point avec les gens. Je les guide vers le... Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais effectivement, vous avez senti que l'astrologie n'était pas faite pour faire de la psycho. Exactement. En tout cas, pas une psycho de base. Oui, ça, voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Là-dessus... Non, mais on
peut ne pas être d'accord, mais en l'occurrence, on est d'accord. Oui. Je veux dire, il y a des... Il y a Le problème, c'est ça. des gens qui veulent, après tout, ils ont le droit de décider que l'astrologie soit la psycho, mais ils utilisent des outils qui ne sont pas faits pour ça. Tout à fait d'accord. C'est là le problème. C'est vrai qu'ils le fassent avec les bons outils. C'est vrai que quand on fait la psycho, bon, on a d'autres. Les outils de la psychanalyse, Voilà. et pourquoi utiliser des outils qui ne sont pas faits pour? Je suis tout à fait Oui, d'accord. mais Rudyard et Jung, ils ont fait le... Mais Rudyard, il avait quand même une cohérence à ce niveau-là. Oui. Il avait un système, il avait peut-être une... C'est pas l'astropsychologie pure et dure. Rudyard, c'est quand même articulé sur la théorie des lunaisons, etc. Il a tout un système de cyclicité, tout un système de direction qui relativise quand même la dimension purement psycho-psy. Oui, mais je crois que si on rentre dans un système et qu'on fait un système absolu, à ce moment-là, je crois qu'on va dans l'erreur. Mais on peut, je dirais, faire entrer en résonance différentes approches et trouver quelque chose d'intéressant, de nouveau, de créateur. Mais si on veut l'enfermer et le limiter à ça, je pense qu'on est dans le piège. Oui. Et si on fait une lecture, je prends par rapport aux maisons, puisqu'il y a différentes manières d'aborder les maisons, eh ben, je crois qu'il y a une lecture à faire. Cette lecture peut être créatrice, peut apporter des choses intéressantes, peut apporter des choses nouvelles, mais il s'agit de dire que c'est pas que ça. Qu'avec une autre lecture, eh ben, on va trouver d'autres choses, on va trouver des choses intéressantes aussi, qui sont peut-être pas nécessairement les mêmes, mais qui ne sont pas nécessairement en opposition non plus, ni contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches et différentes ouvertures qui sont possibles. Je travaille avec le système de Raphaël Pailleur, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, je connais le nom, tu vois, l'auteur. Oui, donc où il a une astrologie qui est un peu différente aussi, où les maisons, il les place différemment, chacune a 30 degrés, il les place d'une façon... Oui. Donc, on n'est plus dans des maisons qui sont différentes, il met l'ascendant au milieu de la maison 1, et pas au début. Au début. C'est jamais vraiment au début. Non, ça Voilà. dépend On a toujours, on a fait toujours ça. Non, mais même, de toute Oui, façon, mais je veux dire, on a mais fait là- toujours quelques degrés Donc- avant la Donc ça veut dire que cette approche-là va permettre de trouver d'autres choses. Ça ne veut pas dire, ça ne dit pas que le reste est faux, mais ça veut dire que, eh ben, on a une direction, on a un autre choix. On Non, trouve mais d'autres ce que moi choses. aussi, je dis, c'est à propos du nom, parce qu'effectivement, on est quand même un peu envahi par les. Bon, c'est-à-dire qu'on a un nombre considérable de facteurs qui sont susceptibles d'entrer. Bon, le nombre de maisons de signes est limité, le nombre d'aspects, bon, évidemment, il est relativement limité, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a parfois l'impression, le cas d'Uranus est quand même assez cassé, c'est effectivement comme si on avait eu besoin d'Uranus pour parler du changement ou des transformations. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de planétarisation de l'astrologie, vous voulez dire qu'en fin de compte, ces notions, les planètes deviennent quelque chose de fondamental parce que, effectivement, ça existe, c'est réel, c'est astronomique, ça se découvre, etc. Voyez-vous, donc, et c'est pour ça que j'ai un petit peu réagi par rapport à ça, parce qu'en fin de compte, ces planètes aussi, elles correspondent à des phases. Le nom des planètes. Oui, Alors c'est ça, tout à fait. le nom des dieux. Bon, parce qu'en compte, c'est au départ, ce sont des dieux. La mythologie totale. Alors cette mythologie, d'où elle sort, quelle est sa fonction déjà? Oui, bien Bon, sûr. si sa fonction, apparemment tous ces dieux correspondent, on pourrait les organiser comme une palette de possibilités. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'à des moments on est mercurien, à d'autres moments on est vénusien, etc. D'ailleurs, il y a aussi la théorie des âges qui le dit aussi d'une certaine manière. Oui. Donc ce sont des moments. C'est-à-dire qu'on est tantôt ceci, ou tantôt cela, à un certain moment. Donc voilà. Et donc par conséquent, le fait de les mettre de mettre ces dieux, de les attribuer à des planètes, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, comme ces planètes, alors les planètes, chaque planète évidemment est un cycle, mais l'ensemble des planètes ne constitue pas un cycle. C'est de cette manière. C'est-à-dire ça va un peu dans le coup, mais en fait ça va dans tous les sens. Oui. Autant le système zodiacal est un système qui est relativement cohérent, celui des maisons aussi, celui des aspects aussi, mais alors les planètes, elles, elles ont leur cohérence à elles, mais je veux dire, en tant que système, astrologiquement, bon, vous allez avoir telle planète dans tel signe, telle planète, etc. Or, en réalité, on pourrait se demander si à l'origine, on n'avait pas distribué ces différents dieux on pourrait par exemple imaginer un système en disant voilà, quand telle planète est en aspect avec Junon, on pourrait par exemple dire qu'il y a un groupe de planètes centrales, comme par exemple le Soleil et la Lune, qui ont des aspects avec les autres planètes. Et selon les aspects qu'ils ont avec telle autre planète,
ça correspond à des phases différentes. Mais à ce moment-là, comme vous dites vous-même très justement, vous avez la fin, il y a le centre et il y a ce qui est au centre et ce qui tourne autour. Oui. Et on a un peu oublié ça en astrologie, c'est-à-dire que tout est central et tout, on va dire la Lune ou le Soleil, c'est aussi important que Junon ou que Saturne ou que Mercure, c'est-à-dire que c'est des facteurs voyez-vous, on n'a plus cette idée d'un centre, d'une petite aiguille et d'une grande aiguille, voyez-vous. On pourrait imaginer une petite aiguille qui serait solilunaire, par exemple, et puis autour, vous avez tous les dieux planétaires qui sont autour et qui sont touchés successivement par l'aiguille en question. On a perdu cette idée d'une dualité entre le centre et le... on a perdu la dualité déjà. Je pense qu'il y a une trinité de base qui est le Soleil, la Lune et l'ascendant. Donc qui est le Soleil, la Lune et la Terre. Historiquement, probablement. Et oui, non, mais même au niveau de l'axe, si vous voulez. Hein, cette trinité qui va former un axe. Et puis après, les autres planètes vont s'articuler, pas avec la même hiérarchie, voilà, ni la même importance, voilà, que ces fondamentaux. Eh oui. Parce que l'ascendant qui correspondrait à la Terre, ça correspond à l'individu, comment il va le vivre et intégrer tout le reste. C'est pour ça que le Soleil, ça peut être l'idéal de soi, l'idéal du moi profond, et la Lune, c'est l'image et c'est tout le côté de lien qu'il peut y avoir entre tout le reste. C'est pour ça que je dirais, par rapport de Junon, qui a été mis sur le tapis par Oswald, que au fond, c'est peut-être plus intéressant d'étudier les moments où ce groupe de planètes, ce groupe de facteurs est en aspect avec Junon, en disant que c'est à ce moment-là qu'on est dans une phase junonienne significative, plutôt que de placer carrément simplement Junon dans le thème. Oui. Mais en même temps, je dirais que, non, mais en même temps, moi, ce que je perçois et ce que j'entends et ce qui me touche, c'est, je prends Junon, mais Junon va être utilisé, c'est vous qui allez l'utiliser parce que quelque part, il y a une résonance par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle va parler aussi au niveau du thème, à travers vous, elle va donner des choses intéressantes, significatives à l'autre. Donc il ne s'agit pas de se limiter. Moi, Junon, ça ne me parlera peut-être pas du tout et je ne vais pas l'utiliser. Par contre, Cérès, ça me parle assez parce que je suis assez mental et puis ce côté du pôle analyse-synthèse, pour moi, est important. Et quand je regarde dans mon thème où se trouve Cérès, c'est significatif par rapport à ce qui s'est passé pour moi dans ma vie concrètement. Puisque j'étais chimiste et j'ai fait de l'analyse en chimie, donc Cérès, c'est spécifiquement le côté analytique. Par rapport à votre expérience. Oui. Par rapport à mon vécu à moi. Voilà, donc ça c'est vraiment... Ouais. Et puis ça me parle. Et puis ça, quand je l'interprète, ça me parle aussi. Oui. Donc je vais utiliser ça, mais Junon, peut-être que ça ne va pas me parler et je ne vais pas l'utiliser. Oui, ça ne veut pas dire que là... ça peut les intéresser, vos clients, Junon. Oui, par exemple, ça peut les intéresser aussi, mais si moi je ne suis pas en résonance par rapport à ça, personnellement, je ne vais peut-être pas pouvoir en parler, ni lui trouver quelque chose d'important. C'est la résonance individuelle aussi. Oui, mais enfin, quand on étudie un cycle, admettons que l'astrologue a utilisé un cycle, bon, dans un cycle, il y a un certain nombre de choses qui en font partie, qui sont constitutives de ce cycle. On ne peut pas sauter une étape parce que c'est une étape qui existe, n'est-ce pas? Bon, s'il y a une phase cérésienne avant de passer à Junon, ou si dans la vie il faut aussi passer par des moments cérésiens et des moments junoniens, il faudra le faire. Hein. Il faudra aider son client aussi à le faire. Oui. Même si on a soi-même une prédilection pour ceci, pour cela. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant la connaissance et l'apprentissage. Toujours apprendre, toujours s'intéresser, tout en n'étant pas trop dans le cerveau non plus. D'être Cérès, Vesta, Pallas et Junon, moi je regarde dans le thème tout ce qu'il en est. Je regarde tout ça. Mais je vais plus accentuer, vous ce sera Cérès, moi ce sera plus Junon, par rapport à notre personnalité, ce que l'on est. Et ça n'empêche qu'on peut parler de tout sans problème. Et si dans la prévisionnelle, comme vous dites tout à l'heure, il y a plus Junon qui sort à un moment donné, on en parlera. Si c'est plus Cérès, en tout cas moi j'en parlerai, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour la personne au moment où elle est. Le problème c'est qu'il y a une sorte de pesanteur qui fait que c'est plus facile de parler du thème que de faire une prévision. Parce qu'il faut aller chercher les éphémérides, il faut aller voir où ça se trouve, etc. Je crois qu'il y a une certaine paresse intellectuelle
qui fait que c'est ça aussi qui aura amené finalement à être dans l'astropsychologie, parce que au moins, au lieu de dire on va regarder à quel moment on est comme ceci, comme cela, on préfère poser une espèce de position moyenne. Voilà, il est là, il va avoir un comportement globalement comme ça, plutôt que de se mettre à se demander à quel moment il va passer par cette phase-là ou par cette phase-là. Et aussi, il ne faut pas faire... Alors n'oublions pas aussi que dans le passé, les gens n'avaient pas d'ordinateur, à un moment donné, ils n'avaient même pas encore d'éphémérides, donc il y a eu toutes sortes de faits qui ont privilégié l'idée du thème natal, parce que tout simplement, les gens n'avaient pas tellement la possibilité de le faire autrement. C'était un pis-aller qui était inévitable. Donc moi je crois qu'une des raisons pour lesquelles on a, à un moment donné, quand on a voulu démocratiser l'astrologie, on s'est aperçu que les outils n'étaient pas disponibles. Que les gens, le consommateur moyen d'astrologie au début du XXe siècle, par exemple, il n'avait pas les outils pour faire le travail prévisionnel. Donc on a inventé cette espèce de code mal taillé un petit peu qui est de dire voilà, bon... Jupiter, bon, pour savoir à peu près globalement comment on va vivre sur Jupiter, ben, on regarde le signe à la naissance. Mais c'était une solution de facilité, alors qu'il aurait fallu voir à quel moment la personne va vivre ça. C'est ce qu'on fait maintenant avec le prévisionnel. Oui, mais c'est ce qu'on fait maintenant, mais il y a eu quand même le poids de mauvaises habitudes qui ont été prises et qu'on n'a pas toujours évacué. Parce qu'un des grands problèmes au niveau cyclique, c'est d'évacuer les mauvaises habitudes. Et parfois, les choses qui se sont installées, eh ben, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Hein. Je crois que c'est important de... Ça dépend pourquoi. En astrologie, beaucoup d'astrologues, ils vont vous dire qu'ils veulent garder des choses qui n'ont plus forcément leur raison. Ces astrologues sont dépassés, ça c'est clair. Parce que ces gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas aller dans des choses différentes et qui ne veulent pas faire ce que vous dites, là, ces gens-là, ils sont dépassés. Parce que là, pour 2012, il est demandé aux astrologues d'avancer, de se remettre en question. Attendez, alors là, justement, je voulais vous interpeller sur ce fameux 2012, parce que là, vous nous en parlez déjà depuis deux fois. C'est vrai, on est dans une phase d'évolution, on ne peut plus rester comme dans le passé, il faut absolument avancer. Dites-nous ce que veut dire pour vous, parce que pour nos auditeurs, qu'est-ce que veut dire pour vous ce fameux 2012, dont on sait plus ou moins de quoi il s'agit. Est-ce que vous nous... 2012, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la date butoir? On est en chemin, on est en train, là, c'est même pas que c'est en train de se passer. Non mais d'accord, mais dites-le nous, qu'on sache quel est il y a un sous-entendu 2012, on aimerait bien le savoir. Et après 2012 aussi, vous inquiétez pas, on s'arrête pas à ça. Je vais revenir encore par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'identité personnelle et par rapport au grand cycle prévisionnel. Je crois que les deux sont à articuler aujourd'hui. Oui, il ne s'agit pas de les mélanger et d'être dans une confusion entre les genres et entre les niveaux. Il s'agit d'être dans une recherche, au jour d'aujourd'hui, dans une recherche d'identité personnelle et individuelle qui n'existait pas il y a 100 ans ou il y a 1000 ans, de cette façon-là. Donc, où le collectif primait sur l'individu. Aujourd'hui, nécessairement, on passe par l'individu. Donc maintenant, chaque individu devient acteur et en même temps participant de la collectivité. C'est un petit peu le côté Verseau qui fait qu'on est et une individualité, une identité, et en même temps avec d'autres identités, et on fait quelque chose de collectif. Je pense que cet élément est important. Et donc les deux vont s'articuler, mais pas se mélanger ni rentrer dans une confusion. C'est important de savoir, quand on parle de l'individu, et comment ça s'articule dans une dynamique évolutive et dans les cycles, donc ses cycles à lui, et dans les cycles collectifs. Et c'est ce jeu-là qu'il s'agit de mettre en résonance. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'autre. Tout est lié. Le 1 est dans le tout est dans le 1. Oui, et ça, c'est à intégrer aujourd'hui de manière vivante. Voilà. Le 2012, c'est simplement que les personnes vont évoluer de leur mental au cœur, de leur égoïsme à la solidarité. C'est ce vers quoi l'humanité doit aller. Et c'est ce vers quoi toute personne humaine doit aller. C'est tout. C'est ça. On est en train de passer un cap qui est une tranche 2012, mais il y aura après 2012 aussi, où l'humanité est obligée d'évoluer. Il faut arrêter d'être égoïste et de penser qu'à son nombril. C'est fini, c'est révolu, ce n'est plus ça. On ne doit plus être dans le sacrifice non plus. On doit avancer, être dans notre autonomie, être bien avec soi, être heureux et rendre heureux les autres. Et si possible, les aider à l'être aussi.
Voilà, c'est ça. La solidarité, c'est une prise de conscience qu'on est dans le soi, et qu'il y a une conscience autre que celle matérielle, qu'on soit relié entre le spirituel et le matériel. On est l'axe des deux. Quand on dit la réussite, on dit la réussite matérielle et la réussite intérieure. Il faut les deux. Une personne qui ne fait qu'un travail matériel n'est que basique, il n'est que primaire. Il faut qu'il s'élève pour pouvoir justement aller dans le cœur. Pour être dans le cœur, il faut qu'on puisse s'élever. Et donc pour s'élever, il faut aussi croire en la source. Voilà. Et être dans la verticalité, comme vous disiez, dans l'axe du haut et du bas et du haut, et tout est relié, tout est ensemble. Et c'est ce vers quoi l'humanité doit aller. Il y a une certaine partie de l'humanité qui ne resteront que dans la matérialité. Et il y en a beaucoup qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer vers la prise de conscience qu'il faut aller dans l'ouverture de soi. Mais attendez, parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens parler de 2012, et en filigrane, en gros, est-ce que, je me trompe peut-être, hein, mais est-ce que vous voulez dire par là, par exemple, que il va y avoir une sélection qui va s'opérer sélection des gens, que les gens qui ne seront pas assez évolués vont disparaître. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait de disparaître ou pas disparaître. C'est simplement que les âmes, il y a certaines âmes qui vont vouloir évoluer, il y a certaines âmes qui ne voudront pas évoluer, c'est tout. C'est le choix de chacun. Moi je comprends, excusez-moi. Il y a des gens qui ne voudront pas. Vous comprenez ce que dit Madame Bouvier sur ces fameux 2012 ou bien il faudrait quand même que vous soyez relativement clair. Qu'est-ce qui va se passer en 2012 qui va Pourquoi 2012 et pas 2017 et pourquoi pas... Au niveau astrologique, il y a une configuration. Au niveau astrologique, oui, tout à fait. En 2012, qu'est-ce qui va se passer en astrologie? Mais il y a des alignements planétaires, des planètes lourdes qui sont relativement... fin 2012. Puissantes. Puissant, très puissant. Oui, mais enfin, de là à dire que ça va être un moment clé pour l'humanité, il y a quand même beaucoup... Ce que je vous ai dit, il y a après 2012 aussi. Oui. Donc, mais il faut bien qu'on donne une date aussi pour non, parce qu'il y a des mayas, il y a des tas de choses, il y a des mayas. Non, mais c'est surtout ça dont on parle pas tellement. Moi, j'ai pas tellement entendu parler d'astrologie. Il y a des gens qui nous parlent de ce qui se passe en 2012. Il y a des planètes qui sont alignées, ça c'est certain en 2012, ça c'est évident. Ça a été dit d'ailleurs dans les émissions à la télévision, ça a été bien dit, de toute façon. Parce qu'ils en parlaient justement. Alors donc, comment vous figurez mettons, 2012, c'est quand même dans 2 ans, si on peut dire. Oui, c'est rapide. Oui, c'est très peu. Donc on est en avril 2010, ça aurait lieu en fin 2012, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça, c'est fin donc on a encore 2 ans et demi. 2 ans et demi. Imaginons quelques instants quel genre de phénomène pourrait se produire qui pourrait provoquer une évolution, un changement. Regardez le volcan, il a fait quoi là? Oui. Le volcan. Bon d'accord, mais enfin maintenant le volcan... Bon, oui, mais il a fait disons, le volcan... Ça nous a pas amené... Comment oui, mais pour beaucoup de gens, ils n'ont rien compris pourquoi il s'était mis en éruption, pourquoi ça a arrêté toute une économie. Oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est pas par hasard que ça s'est provoqué, c'est parce que quelque part, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de la Terre. La Terre est en train de essayer de faire prendre conscience aux gens qu'on peut peut-être voyager autrement que par avion. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui font que les gens sont beaucoup d'entre eux, en train d'évoluer vers une écologie, un environnement, une envie d'être mieux avec soi, et puis de se rendre compte qu'en fait, tout ce qui est matériel, c'est l'illusion. Tout ce qui est matérialité, c'est l'illusion. On est dans l'illusion. On demande aux gens d'être dans la réalité. Voilà. Donc, 2012, c'est ça. Il y a un chemin qui fait qu'on va dans la réalité et non dans l'illusion. Donc voilà, pour ça, il faut évoluer intérieurement, les gens prennent conscience, etc. Je crois qu'il y a toute une série de lectures. Il n'y en a pas qu'une. Et chaque lecture va apporter quelque chose et quelque part peut être incomplète ou peut être fausse. Et comme on fait des lectures et que traduit en mots, comme les mots sont chargés de beaucoup de choses, ils veulent dire différentes choses, il y a différentes significations pour celui qui les dit et pour celui qui les entend. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc je dirais que le matériel, ce n'est pas une illusion, mais uniquement ce qui est au matériel, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a cette interaction de prise de conscience entre le haut et le bas, et que ça s'articule et que ça devient vivant. On n'est ni seulement en haut, ni seulement en bas, on est entre les deux. Et on relie les deux, c'est pas être entre les deux, parce que ça c'est des tièdes, mais être capable de relier les deux. Et je crois que c'est vrai que
2012, c'est pas seulement une date 2012 comme ça, avec une résonance de différents systèmes qui disent que il va se passer ceci, ou la fin d'un temps, ou l'apocalypse, enfin, il y a toute une série de lectures que l'on est possible de faire, en sachant que ces lectures, on les fait à travers des filtres et des filtres limités. Donc il ne s'agit pas de s'en tenir et de s'enfermer dans une lecture. Et d'avoir plusieurs lectures est intéressant. Et si on regarde ce qui s'est passé par rapport aux avions, et si on écoute et on regarde ce qui s'est passé par rapport à l'avion et à la Pologne, et quand on regarde ce qui s'est passé par rapport à Haïti, et quand on regarde ce qui s'est passé, différents chocs par rapport à l'humanité, le séisme et autres, et bien tout ça, ce sont des éléments qui ouvrent des brèches et qui font... les gens vont dans la solidarité. Voilà, et qui vont dans une autre conscience, et qu'il y a des murs qui tombent. Ce qui s'est passé à la Faute-sur-Mer, les gens sont allés dans une solidarité et se sont entraidés entre eux. Ben, c'est ça en fait, ce vers quoi les gens doivent aller. Donc malheureusement, ils passent pour beaucoup d'entre eux dans quelque chose qui est violent, qui est agressif, etc. Mais ça n'empêche que beaucoup d'entre eux sont obligés de passer par là pour pouvoir prendre conscience. Il y en a beaucoup, heureusement, qui vont comprendre et qui ne passeront pas par là. Mais voilà, l'humanité est obligée d'évoluer. On ne peut plus rester comme avant. C'est impossible. On est vraiment rentré dans l'ère du Verseau, c'est quelque chose de fondamental. Ouais, il y a les murs d'incompréhension, des vieux schémas, les vieilles manières de faire, de se relier. Tout ça, c'est en train de tomber, de s'écrouler, pour créer autre chose. Et je crois que c'est dans la dynamique positive qu'il est important d'aborder les choses, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il y a à construire aujourd'hui, comment se relier aujourd'hui aux autres, comment activer toute la dimension du cœur et de l'âme, comment vivre tout ça. C'est ça, ce sont des éléments qui sont à intégrer aujourd'hui, et cette évolution va se faire à travers des individus, tout en étant quelque chose de collectif.